Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis interne en ophtalmo à Clermont en dernière année et je vais vous faire aujourd'hui un topo sur l'œil rouge douloureux, cette fois avec baisse d'acuité visuelle. Le topo sur l'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle ayant été fait il y a déjà quelques mois. Donc pour cette diapo, je vous ramène au topo précédent où on avait un petit peu tout détaillé, mais pour rappel, l'interrogatoire et l'examen ont une importance évidemment capitale dans l'orientation diagnostique de votre œil rouge douloureux, notamment l'interrogatoire avec lequel dans certaines circonstances on peut avoir le diagnostic à lui tout seul, le contexte de survenue, la rapidité, si c'est une survenue brutale ou progressive, les caractéristiques de la douleur, ses éventuels signes associés, les antécédents du patient, que ce soit ophtalmologique mais aussi généraux, l'acuité visuelle évidemment, s'il y a une baisse d'acuité visuelle ou pas, l'examen du segment antérieur, la conjonctive, si elle est hyperémiée ou pas, s'il y a des hémorragies, s'il y a des papilles, des follicules, la sclère et l'épisclère, la cornée avec le test à la fluorescéine et la chambre antérieure avec d'éventuels signes inflammatoires, l'évaluation de sa profondeur, de la taille et de la réactivité de la pupille et éventuellement un fond d'œil selon l'orientation étiologique et la tension intraoculaire également. Donc comme on l'avait vu dans le premier topo, le tableau diagnostique est le suivant et on va s'intéresser ici à la partie droite du tableau avec l'œil rouge avec baisse d'acuité visuelle. Donc dans l'absolu il y a de nombreuses étiologies mais les 4 principales dont vous parle le collège et qu'on vous posera le plus souvent, c'est la kératite, l'uvéite antérieure aiguë, le glaucome aigu par fermeture de l'angle et le glaucome néovasculaire que nous allons donc traiter ici. Donc dans un premier temps, les kératites d'étiologie non infectieuse. Alors les kératites, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs sous-catégories. Le plus fréquent, c'est les kératites traumatiques, c'est ce qu'on appelle simplement un ulcère cornéen, où on va avoir l'épithélium qui va être décapé. Dans la grande majorité des cas, c'est des causes mécaniques, des corps étrangers dans les yeux, des coups d'ongles, des doigts dans les yeux, etc. Les causes peuvent être très variées. Il y a également des causes chimiques qui ne sont pas rares et les causes thermiques qui sont un peu plus anecdotiques. Le traitement de la kératite traumatique simple, donc l'ulcère cornéen sans surinfection, c'est en général un antibiotique topique en prophylactique, de la pommade, pommade vitamine A, ou alors en combinant les deux on met une pommade antibiotique, des larmes artificielles. Pour le cas particulier des brûlures chimiques, on va associer des collyres qui font à la fois corticoïdes et antibiotiques. Autre étiologie de kératite non infectieuse, les kératites d'exposition. Alors de la même manière, ça va créer des ulcères cornéens. La cause principale de kératite d'exposition, c'est la paralysie faciale, lors de laquelle vous allez avoir une inocclusion palpébrale plus ou moins importante, et donc l'œil ne pouvant pas se fermer, la cornée va rester exposée et donc va être sujette aux ulcères, donc aux kératites. Que ce soit la prévention ou le traitement, dans tous les cas de paralysie faciale où on a une atteinte de l'occlusion palpébrale, il va falloir faire ce traitement aussi qu'il y ait un ulcère ou pas. Donc mettre des larmes artificielles à la demande, au moins 3 fois par jour, de la pommade vitamine A et une occlusion palpébrale nocturne. En général, on demande aux patients de mettre un petit stéristrip pour fermer l'œil, pour que la cornée ne reste pas exposée la nuit. Le syndrome sec peut également engendrer des kératites, que ce soit dans le cadre d'un syndrome de Gougerot, Sjogren ou d'une blépharite ou d'autres causes. En général, ça va provoquer simplement une kératite ponctuée superficielle, en général inférieure, avec ce qu'on appelle un break-up time altéré. Le break-up time, en gros, vous allez mettre une goutte de fluorescéine, vous allez garder les yeux ouverts et vous allez compter le nombre de secondes qu'il faut avant que le film lacrymal se rompe. Normalement, c'est censé être supérieur à 10 secondes, donc si vous avez un break-up time d'une durée inférieure à 10 secondes, c'est que vous avez un argument en faveur d'une sécheresse oculaire. Le test de Schirmer peut également être utilisé, même si en ophtalmo honnêtement on l'utilise assez peu, pour objectiver une sécheresse oculaire. Ça va se manifester comme les autres kératites, mais de manière un peu moins brillante quand même, par des douleurs et des sensations de corps étranger. En général, les gens décrivent ça comme une impression d'avoir du sable dans les yeux ou des choses comme ça. Le traitement de la même façon, ça va être des larmes artificielles, de la pommade vitamine A et un éventuel traitement étiologique. Donc je vous ai mis pas mal d'iconographie parce que l'ophtalmo c'est quand même une spécialité qui est très visuelle et qu'il faut que vous intégriez bien les signes cliniques dont on vous parle. Donc là vous avez à gauche un ulcère de cornée, donc à la lumière bleue avec instillation de fluorescéine, qui est un ulcère qui a très probablement été post-traumatique, donc vous voyez un ulcère qui est de taille assez modérée. Là on a une brûlure chimique qui est ici beaucoup plus importante,
avec, on le voit, une atteinte également de la conjonctive et ce qu'on appelle ici une ischémie limbique. Vous avez le limbe qui est touché, c'est particulièrement important dans les brûlures chimiques puisque le limbe est le lieu où on a des cellules souches et donc ça peut compromettre la transparence cornéenne à terme, et on voit ici un ulcère cornéen qui est quasi total, donc là c'est une brûlure chimique relativement sévère. De la même manière, pour la kératite ponctuée superficielle, elle peut être d'intensité variable, où là vous avez une petite kératite ponctuée superficielle inférieure, ce qu'on retrouve dans la majorité des sécheresses oculaires, et ici au contraire une kératite ponctuée superficielle majeure de toute la cornée. Toujours dans les kératites, cette fois les kératites infectieuses. Donc dans un premier temps, les kératites virales. Alors on a l'adénovirus qui est très fréquent, souvent dans le cadre de kératoconjonctivite, de conjonctivite qui s'aggrave en kératoconjonctivite. Le signe majeur, c'est la kératite ponctuée superficielle. On a un risque également d'opacité séquelaire, c'est-à-dire qu'après une kératoconjonctivite à adénovirus, on a des petites opacités numulaires, des petites opacités blanches qui vont rester dans la cornée pendant plusieurs mois, qui vont finir par se résorber spontanément ou avec un traitement corticoïde, mais qui peuvent durer jusqu'à 1 ou 2 ans et être assez handicapantes. Les kératites herpétiques sont également très fréquentes avec le classique ulcère dendritique ou ulcère en carte de géographie. Le traitement de la kératite herpétique va être en général un traitement général par valacyclovir, donc c'est le Zelitrex. On peut également traiter par des antiviraux locaux, mais c'est de moins en moins fait parce qu'on a quand même une toxicité locale non négligeable des antiviraux locaux en pommade ou en collyre. Alors, vous avez la classique contre-indication aux corticoïdes dans les herpès. Pour le CN, retenez ça parce que c'est ce qu'on retrouve dans vos collèges, etc. Dans l'absolu, il faut savoir que en pratique, on utilise les corticoïdes dans l'herpès, notamment par exemple les uvéites herpétiques. C'est même tout à fait indiqué de traiter par des corticoïdes. Donc voilà, retenez la contre-indication aux corticoïdes, mais sachez que c'est quand même très relatif en clinique. La kératite zostérienne, donc à zona, a un tableau relativement similaire à la kératite herpétique, donc avec des dendrites, des ulcères géographiques, avec un risque de ce qu'on appelle une kératite neurotrophique. Alors c'est décrit, je crois, dans vos livres comme la kératite neuroparalytique, un terme qu'on n'utilise pas vraiment, mais on dit en général une kératite neurotrophique, c'est-à-dire que la cornée devient insensibilisée et a tendance à faire des ulcères à répétition. De la même manière que pour la kératite herpétique, ça se traite en général par valacyclovir par voie orale. La kératite bactérienne qui est assez fréquente, qui vient en général en surinfection d'un ulcère, alors soit traumatique ou autre, à savoir que donc dans les facteurs de risque on note évidemment les traumatismes, mais également les ports de lentilles, y compris chez les gens jeunes. On peut avoir des kératites bactériennes qui sont dramatiques, des gros abcès qui cicatrisent mal et qui altèrent la vision de façon définitive. Ça se présente sous la forme d'une infiltration de la cornée blanche, alors qu'un ulcère cornéen, ça va prendre la fluorescéine, mais votre cornée va rester relativement transparente derrière, plus ou moins à hypopion. Le traitement d'un abcès de petite taille simple se fera par antibiotiques topiques du commerce en ambulatoire, mais les abcès volumineux seront traités par antibiotiques fortifiés avec une hospitalisation, avec des prélèvements qui vont nous permettre d'identifier le germe en cause, de faire un antibiogramme et d'adapter le traitement ultérieurement, avec, dans le cadre de ces abcès sévères, des complications qui peuvent être très lourdes, avec notamment le risque d'endophtalmie, de perforation cornéenne et de T cornéenne séquelaire, donc d'opacité qui, si elle est dans l'axe visuel, peut être très préjudiciable. Je vous montre ici, c'est la même image que tout à l'heure, hein, là, une image de KPS, donc de kératite ponctuée superficielle majeure, qu'on peut retrouver dans l'adénovirus. Ici, vous voyez une dendrite typique évocatrice de kératite herpétique ou zostérienne, et ici, je vous montre une image d'un abcès sévère avec donc une infiltration cornéenne majeure qui est notamment dans l'axe visuel, hein, donc qui va être dans tous les cas, même si ça cicatrise, on va avoir une baisse d'acuité visuelle importante, et on note une lame d'hypopion en inférieur. Ce que vous avez ici, c'est une perforation cornéenne. Les abcès très sévères, s'ils sont pris en charge tardivement ou s'ils sont à germe très agressifs, notamment le pyocyanique par exemple, peuvent mener à une perforation cornéenne. Vous le voyez ici, où on a la membrane de Descemet et l'iris qui viennent s'incarcérer dans la perforation cornéenne. A noter qu'on a d'autres étiologies également de kératite infectieuse. Les kératites parasitaires, il faut y penser, alors c'est essentiellement les kératites amibiennes, il faut y penser notamment chez les porteurs de lentilles. Chez les porteurs de lentilles, on a des kératites amibiennes qui sont assez fréquentes et sévères. Les kératites fongiques, c'est exceptionnel, mais gravissime, mais ça arrive quand même pas très souvent.
Ensuite, après les kératites, donc on a les uveites antérieures. Alors les uveites antérieures aiguës, un synonyme c'est les iridocyclites. Pourquoi? Parce que c'est une inflammation de l'iris et des corps ciliaires. Donc cliniquement, les 3 signes cardinaux d'inflammation de chambre antérieure à rechercher vont être les suivants. Donc les synéchies iridocrystalliniennes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des accolements entre l'iris et le cristallin, comme vous le voyez ici, ce qui entraîne une correctopie, c'est-à-dire que la pupille n'est pas régulière, vous voyez qu'elle n'est pas bien ronde, il y a des accolements ici et ici. Ce que ça donne schématiquement en coupe, vous avez la cornée ici, le plan de l'iris, avec la pupille au milieu, et le cristallin qui va être comme ça, qui normalement n'est pas collé à l'iris, et qui, dans le cadre de l'inflammation, va donner des accolements, par exemple ici et ici. Donc l'iris va se coller en arrière sur la cristalloïde antérieure du cristallin, et va donner des tableaux comme le suivant. Ce qu'on va avoir également, c'est des précipités rétrodécémétiques ou rétrocornéens, la membrane de Descemet étant la membrane la plus interne de la cornée, qui vont donner un tableau comme ici, avec des petits points qui vont être en arrière de la cornée. La différence avec le Tyndall qu'on va voir juste après, c'est que ces précipités-là, ils sont fixes, ils sont bien collés sur la membrane de Descemet et ils ne bougent pas. Ils peuvent être de différentes tailles, là ils sont un peu punctiformes, ils sont petits, mais ils peuvent être plus gros, on appelle ça en graisse de mouton et ça nous oriente vers des étiologies de granulomatose comme la sarcoïdose ou la tuberculose. Et donc en dernier, c'est les signes de Tyndall, qui est en général très difficile à décrire parce que sur une photo, c'est difficile à voir. Donc je vous ai mis ici une vidéo. Il faut comprendre que le signe de Tyndall, c'est un peu comme quand vous avez de la poussière dans un ray de lumière. Vous voyez ici, c'est des cellules qui sont en suspension dans la chambre antérieure et qui sont donc en mouvement. Vous voyez ici, alors là c'est un Tyndall qui est particulièrement important, hein. Là il est majeur, dans la plupart des cas c'est pas aussi flagrant, mais là vous le voyez très bien, vous voyez qu'il y a des cellules qui circulent et qui bougent en chambre antérieure, on le voit en mettant la fente en général un peu de côté, et donc c'est ces 3 signes qui sont vraiment à rechercher dans le cadre des uvéites. Ce qui va être très important également, c'est de faire un fond d'œil et de prendre une tension oculaire. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de cas, les uvéites antérieures sont associées à des uvéites intermédiaires avec une hyalite, c'est-à-dire une inflammation du vitré, ou une rétinite ou une choroïdite, c'est-à-dire des foyers rétiniens ou choroïdiens, ce qui est en général plus sévère avec des étiologies différentes, et donc c'est particulièrement important de faire un fond d'œil dans ces circonstances-là. Également la tension, avec on peut avoir dans un certain nombre de cas une hypertonie oculaire qui va nous orienter vers certaines étiologies, notamment comme on va le voir juste après, les uvéites herpétiques. Les étiologies d'uvéites sont très nombreuses. Alors on fait un bilan étiologique, dans votre collège on dit qu'on le fait systématiquement, en pratique c'est pas vrai, en général sur les premiers épisodes qui sont peu graves, comme c'est le cas dans la majorité des cas, on ne fait pas forcément de bilan étiologique, mais retenez que quand on en fait un, les étiologies qu'on trouve le plus fréquemment, c'est la spondylarthrite ankylosante avec la recherche de HLA-B27, les uvéites également herpétiques ou zostériennes avec l'hypertonie qui nous oriente, également la sarcoïdose, on fait des radios ou des scanners thoraciques, la maladie de B7, la syphilis qui peut s'exprimer de façon très variée, y compris dans l'œil, l'arthrite juvénile idiopathique, c'est anecdotique mais qu'il faut citer, la tuberculose, la maladie de Lyme, bon la liste est très longue. Il faut savoir que malgré un bilan étiologique et exhaustif, on a dans la moitié des cas ce bilan qui revient négatif et donc la majorité en tout cas la moitié des uvéites antérieures sont étiquetées idiopathiques. Le traitement de l'uvéite, ça va être les mydriatiques. Pourquoi? Parce que quand on a des synéchies, c'est important de mettre des mydriatiques pour tirer l'iris en périphérie et donc essayer de tracter ces synéchies et de les faire lâcher, parce que si les synéchies restent, ça fait des séquelles, ça donne des baisses d'acuité visuelle, des photophobies. Le plus important, ça va être la corticothérapie locale, qui initialement va être de façon très rapprochée et puis progressivement dégressif, et éventuellement un traitement étiologique, comme par exemple dans l'herpès ou dans le zona où on va mettre du valacyclovir, ou un traitement de tuberculose, etc. Autre cause rare mais grave, le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Alors, bon, comme dans tous les précédents, on va avoir un œil rouge douloureux avec une baisse d'acuité visuelle, mais cette fois la douleur va être particulièrement intense et brutale, et un signe qui est assez typique, c'est la survenue de nausées et de vomissements qui est en lien avec l'hypertonie importante et de survenue rapide. Cliniquement, on va avoir une chambre antérieure étroite, voire fermée, l'angle iridocornéen étant fermé. On le voit ici dans cette première photo. Vous voyez qu'ici, la partie antérieure, ici ça va être la partie antérieure de la cornée, et ici la face antérieure de l'iris
et du cristallin ici. Et cet espace, c'est la chambre antérieure, et ici, elle est particulièrement étroite. C'est ce qu'on observe dans le cas d'un glaucome aigu. Ce qu'on observe aussi également, en particulier si la tension a augmenté très vite et très fort, c'est un œdème cornéen. Vous voyez ici, par exemple, sur cette première image à gauche, qu'on a une cornée qui est bien claire, mais sur cette deuxième image à droite, vous avez un œdème cornéen, donc une cornée qui est gorgée d'eau, et partiellement opaque, ce qui est en cause dans la baisse d'acuité visuelle. On a également une semi-mydriase réflexive, c'est-à-dire que la pupille de l'œil concerné va être plus dilatée et moins réactive à la lumière que celle de l'autre œil. Et on a en général une hypertonie majeure. Alors dans votre collège, on vous dit systématiquement supérieur à 50 mm de mercure, c'est pas toujours vrai, des fois c'est 30 ou 40, mais ça reste souvent très important et très douloureux. Les facteurs de risque de glaucome aigu sont en fait les facteurs de risque de chambre antérieure étroite. Un patient hypermétrope a par définition un œil court et donc une chambre antérieure étroite et donc est plus propice à faire des fermetures de l'angle. Également une cataracte, dans le cas d'une cataracte très importante, vous avez un cristallin qui va être gros, qui va pousser l'iris en avant et qui va donc rendre l'œil à risque de faire une fermeture de l'angle et donc un glaucome aigu par fermeture de l'angle. Également tous les facteurs qui peuvent mettre en mydriase peuvent provoquer un GAFA, par exemple tout simplement des mydriatiques ou d'autres traitements systémiques qui donnent des mydriases ou le passage à l'obscurité par exemple. Le traitement du GAFA, ça va être les myotiques pour faire revenir la pupille à sa taille normale, mais surtout dans un premier temps les hypotonisants locaux et généraux. Le but des hypotonisants va être forcément de baisser la tension, mais de baisser la tension pour permettre de résorber l'œdème cornéen, de restaurer une cornée claire et de pouvoir réaliser le traitement de référence qui est l'iridotomie périphérique. Elle est bilatérale puisqu'en général c'est des yeux qui sont tous les deux prédisposés et l'autre œil est très souvent à risque de faire également un GAFA. Je vous ai mis une petite vidéo de ce qu'est une iridotomie périphérique en lampe à fente. Donc on voit ici ce que vous avez figuré par la flèche qui est la cible du laser. Vous voyez là que l'opérateur est en train de faire des tirs sur l'iris. On se place en général dans une crypte, c'est-à-dire une zone où l'iris est un peu plus fin. Et on va tirer jusqu'à ce qu'on ait une iridotomie qui est transfixiante. Et vous voyez qu'ici, il y a un flot d'humeur aqueuse, vous voyez des petits pigments iriens qui viennent en chambre antérieure et ça c'est un signe que l'iridotomie est transfixiante et que donc on est efficace. L'humeur aqueuse va recirculer, la chambre antérieure va s'approfondir et on va avoir une tension qui va baisser, un œdème cornéen qui va diminuer, une douleur qui va s'estomper. Donc le traitement de référence c'est vraiment l'iridotomie périphérique. À savoir qu'une fois que l'iridotomie périphérique est réalisée, tous vos traitements mydriatiques, etc., tous les facteurs de risque éventuels n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire que on ne peut pas faire une récidive de GAFA si l'iridotomie est transfixiante. Vous avez beau avoir un patient hypermétrope, etc., si vous mettez des mydriatiques, etc., vous ne pouvez pas refaire un GAFA. Si l'iridotomie est transfixiante, c'est impossible de refaire un GAFA. Enfin, pour finir, le glaucome néovasculaire qui est également relativement rare et il faut retenir que ça survient dans un contexte particulier, c'est-à-dire dans un contexte d'ischémie rétinienne. Très souvent, ça va être une rétinopathie diabétique proliférante ou une occlusion veineuse, une occlusion de la veine centrale de la rétine qui est connue ou parfois qui est occulte, qui n'est pas forcément connue. D'où l'intérêt particulier de faire un fond d'œil où vous allez retrouver des tableaux comme le suivant, c'est-à-dire une OVCR, ou comme ici, une rétinopathie diabétique proliférante. Cliniquement, en plus de ce fond d'œil en général évocateur, vous allez voir une rubéose irienne, comme vous le voyez ici, avec des néovaisseaux partout. Alors ici, c'est une photo qui est particulièrement évocatrice, hein. Vous avez une rubéose irienne qui est énorme, heureusement on n'en voit pas tous les 4 matins des comme ça. La physiopathologie, ça va être que les néovaisseaux qui vont être initialement rétiniens vont progresser jusque dans l'angle iridocornéen pour le fermer et faire une hypertonie, et vont ensuite progresser sur l'iris, c'est ce que vous allez voir à la lampe à fente. Le traitement du glaucome néovasculaire, ça va être les hypotonisants locaux et généraux. Alors dans les généraux, pareil, le diamox, acétazolamide, avec une supplémentation potassique, je vous le rappelle, puisque ça a tendance à faire baisser le potassium, voire le mannitol si ça suffit pas. Et le traitement va être un peu le traitement étiologique, c'est-à-dire qu'on va faire une panphotocoagulation rétinienne. Je vous ai mis une petite vidéo également ici pour voir comment ça se passe. Alors on se met en périphérie de la rétine et vous le voyez ici, l'opérateur fait des impacts un peu partout sur toute la périphérie rétinienne. Le but, ça va être, comme vous l'avez ici, de laseriser toute la périphérie. En général, on fait 3 à 4 000 impacts en 4 à 5 séances sur toute la périphérie. Alors évidemment, tout le pôle postérieur ici, hein, tout autour de la fovea, etc. On ne va pas laseriser, sinon le patient n'y verra plus rien du tout. Mais on va laseriser quand même toute la périphérie.
On peut faire également des injections intravitrines d'anti-VEGF qu'on fait en général précocement à 1 ou 2 reprises pour temporiser le temps de faire la photocoagulation rétinienne complète, le but étant de faire régresser au maximum les néovaisseaux. Voilà, j'espère que ce topo vous aura été utile. On a donc traité toutes les causes les plus fréquentes en tout cas de baisse d'acuité visuelle avec œil rouge et douloureux. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour les QCM.